l'Arménie. Une terre à la fois ancienne et incertaine. Je suis devenu handicapé lorsque j'étais à l'armée. C'était la troisième guerre que nous voyions. Un pays de montagnes, de mémoire et de cicatrices. La deuxième ville d'Arménie est en ruine. Nous avons vu des maisons réduites en amas de béton et d'armatures métalliques. Ici, la guerre n'est jamais très loin. Ni dans les cartes, ni dans les corps. Le 15 novembre 2020, j'ai été blessé d'une explosion de mine. Mais il y a une génération, celle d'aujourd'hui, qui veut avancer, se reconstruire, rebondir. Et pour beaucoup, cette reconstruction passe par le sport. C'est ce que nous sommes venus chercher ici. Des histoires d'efforts, de transmission et de résilience. Tu parles en français, je parle en arménien, mais le langage du sport est universel. Et tout le monde connaît le langage du sport. À la suite de la chute de l'Empire soviétique, l'Azerbaïdjan souhaite l'annexion du Haut-Karabakh, une enclave autoproclamée indépendante peuplée en grande majorité par des Arméniens. Une première guerre à haute intensité éclate entre 1990 et 1994. L'Arménie sort victorieuse. Un cessez-le-feu est proclamé, mais aucun accord n'est trouvé. En 2020, l'Azerbaïdjan prend sa revanche et remporte la guerre de 44 jours, entraînant l'annexion du Haut-Karabakh et l'exil de son peuple vers l'Arménie. Dans la région du Syunik, au sud, la ville de Kapan a vu certains de ses exilés déposer leurs valises. Pour deux raisons. La première, c'est la proximité géographique et culturelle. Les Arméniens du Syunik, en fait, c'est juste ils sont adossés au Karabakh et ils parlent le même dialecte. La deuxième, c'est parce qu'ils n'ont pas forcément eu d'autre part où aller. L'économie du Syunik, c'est une économie en fait de mines. Donc il y a quand même un secteur d'activité lucratif et les salaires sont plutôt plus élevés que dans le reste de l'Arménie. Donc on ne peut pas dire que c'est une région en déshérence, mais c'est une région qui est extrêmement vulnérable. Quand vous allez à Kapan, par exemple, Kapan est juste adossé à la frontière. Donc les Azerbaïdjanais sont sur les hauteurs, ils peuvent tirer quand ils veulent, où ils veulent. Ces réfugiés ont emporté avec eux leurs souvenirs et leurs cicatrices. En décembre 2022, les Azerbaïdjanais font un blocus. Donc ils ferment complètement l'accès à l'Arménie. Il y avait une route en fait qui reliait le Haut-Karabakh à l'Arménie. Et pendant 9 mois, cette population va souffrir de privation, je dirais une situation vraiment catastrophique sur le plan humanitaire. En septembre 2023, l'Azerbaïdjan lance l'assaut final contre les Arméniens du Haut-Karabakh. Et ça va être donc la fin de leur présence plurimillénaire, puisque pour eux, rester dans un Haut-Karabakh sous Azerbaïdjan, ce serait être dans la menace imminente d'un nouveau génocide. Cette population, 120 000, 130 000 personnes, quitte ces foyers dans la précipitation et vont emprunter donc une route pour trouver l'Arménie. Et c'est une population affamée, complètement, je dirais, démoralisée, mais surtout dans une grande détresse psychologique et physique, qui arrive en Arménie et qui va essayer de se reconstruire dans plusieurs endroits. Le plus difficile, c'était le blocus. Il n'y avait pas de pain à manger, pas de vêtements, les magasins étaient fermés. Il n'y avait rien, l'eau, le gaz, et les lumières étaient coupées. De temps en temps, même pour un morceau de pain, les gens se levaient à 5 h du matin pour pouvoir en acheter.
On s'est réveillé un matin et ils ont dit « Il faut qu'on parte, il faut qu'on s'en aille ». Je me suis senti mal, je ne voulais pas partir. J'avais la conviction qu'on reviendrait chez nous, mais on n'est jamais revenu. Et on n'arrive toujours pas à y croire. Lorsque nous avons dû partir, la difficulté c'est qu'il y avait vraiment beaucoup de voitures. La route était vraiment longue, plusieurs heures pour quelques kilomètres. Le trajet était très difficile. Nous avons roulé pendant 3 jours à 8 personnes dans une voiture. Il y avait un bébé de 2 mois avec nous, mais nous n'avions pas d'eau pour lui. Alors, pour pouvoir continuer la route, on sortait demander de l'eau aux autres voitures. Quand j'ai dû quitter ma maison, à l'intérieur de moi j'étais inquiet. Je pleurais, mais j'essayais de ne pas le montrer physiquement. Moi aussi. Lorsque nous sommes partis, j'ai pleuré. J'ai pleuré en quittant la maison. Pendant tout le trajet, j'étais inquiet. Et à ce jour, j'ai toujours l'espoir de retourner là-bas. C'était la 3e guerre que nous voyions. Ces 30 années passées dans le Haut-Karabakh, c'est comme si c'était un souvenir dont on peut ne se séparer. Car on sait que c'est quelque chose que l'on ne vivra plus. Là-bas, le plus difficile, c'était la période du blocus de 9 mois. C'était vraiment compliqué. Mais avec du recul, je préfère vivre là-bas avec le blocus que d'abandonner mon pays natal et finir à la porte de ma maison. En 2020, pendant la guerre des 44 jours, j'ai été soldat contractuel à Askeran. Je me battais sur les lignes de front. Le 15 novembre 2020, à la fin de la guerre, j'ai été blessé d'une explosion de mine à la jambe droite. Blessure fragmentaire au talon du pied droit. Déracinés de leur terre natale, ces réfugiés apprennent pas à se construire des repères, à se fixer de nouveaux objectifs et à puiser la force d'avancer. Et pour cela, le sport est un atout. Aujourd'hui, cette population, elle fait face à beaucoup de défis, notamment le défi de l'intégration, puisque le gouvernement actuel arménien est engagé dans un processus de paix avec l'Azerbaïdjan, une paix à tout prix, une paix, je dirais même d'humiliation, puisque la partie arménienne fait beaucoup trop de concessions unilatérales. Nous nous adaptons petit à petit. Mais déjà, depuis que je fais de la boxe, j'ai des amis. Nous allons en ville ensemble. Petit à petit, nous nous adaptons. On adore ce sport. On aime le pratiquer. On joue au foot tous les jours. On s'est fait beaucoup d'amis grâce au football. Oui, on peut dire que dans une certaine mesure, ça a aidé. Le football nous a aidés à nous adapter. Le football, ce n'est pas qu'une question de physique, c'est aussi une question de mental. On se sent bien quand on vient à la boxe. On met tout de côté et on vient s'entraîner. On devient fort en prenant du plaisir. Même quand on est fatigué, on ne le montre pas et on vient s'entraîner. Ce sport, en plus de nous donner de la force, il nous a aidés à nous faire des amis. Et nous essayons de devenir plus forts pour qu'à l'avenir, cette force soit utile au Karabakh.
Dans n'importe quel pays, lorsqu'il y a la guerre, la vie change. Avant, j'étais soldat, maintenant je suis professeur de sport. C'est ça le premier changement pour moi. Lorsque je suis arrivé à Kapan, j'ai travaillé 1 mois, à partir du 7 janvier 2024. J'ai compris pendant ce mois que je pouvais vraiment faire ce métier. Au début, je n'imaginais vraiment pas pouvoir travailler dans un lycée, parce que ce n'est pas évident de faire 10 ans à l'armée, puis de travailler dans l'éducation. C'est compliqué de s'adapter. J'aime le fait que grâce au sport, tu peux améliorer ta force et surmonter toutes les difficultés. Pour apprendre les valeurs d'un sportif, mais aussi les valeurs humaines. Ces jeunes trouvent dans le regard et les mots de leur coach le symbole d'une référence. Quels que soient nos problèmes, en dehors du sport, nous nous tournons vers lui. Il nous aide, quelles que soient nos difficultés, il est toujours avec nous. À part son rôle d'entraîneur, je le considère comme mon second père, parce qu'il me traite comme son enfant. Cette relation compte beaucoup pour moi. Grâce à notre entraîneur, j'ai pu m'intégrer dans le groupe. Il nous traite comme ses propres enfants et c'est ce qui nous rend heureux. Grâce à son aide, nous avons pu accomplir beaucoup de choses. Tout le monde s'entraîne de la même manière. On traite tout le monde pareil. On ne fait pas de différence chez nous. Tous les enfants sont égaux. Il y a juste des enfants matures plus rapidement. Mais les enfants qui n'ont pas vécu tant de difficultés auront du mal à encaisser les coups. En revanche, ceux qui ont vécu beaucoup de difficultés auront plus de facilité. Notre entraîneur nous enseigne beaucoup. Le respect, la politesse, l'amour du travail et la loyauté. Mon entraîneur joue un grand rôle dans mon jeu. Il me motive. Il veut qu'on soit meilleur chaque jour, qu'on aille vers le meilleur. Armés de valeurs solides et de la force du collectif, ces jeunes regardent désormais vers demain. Leur horizon s'élargit, et avec lui, la promesse d'un avenir meilleur, à la hauteur de leurs rêves. C'est devenu un passe-temps pour moi. Je rêve de grandir et de devenir champion du monde. De devenir si fort que je puisse me protéger de tout. Moi aussi, je rêve de devenir un champion de boxe. Oui, nous avons des rêves. Par exemple, le mien est de jouer un jour en Europe, pour faire le bonheur de mes parents, de mes amis et de toute ma famille. Moi, j'aimerais jouer au Real de Madrid pour faire plaisir à mes parents. Mon but à moi, c'est toujours d'atteindre mes objectifs. Par exemple, maintenant que je fais de la boxe, je veux participer aux Jeux Olympiques. Stas est né à Spitak,
le lieu de l'épicentre du séisme qui a dévasté cette région en décembre 1988. Entre 25 et 30 000 morts sont à déplorer. La ville de Spitak, à 70 km de là, avec une population de plus de 20 000 habitants, a pratiquement disparu de la surface de la Terre. C'est tout le nord-est de l'Arménie industrielle qui a été dévasté. On parle de plusieurs dizaines de milliers de sans-abri, alors que la deuxième ville du pays, Gyumri, était une ville économique et culturelle, une ville culturelle très très forte. Et on a l'impression que cette région ne s'est pas complètement remise. Stas, lui, a perdu sa jambe droite ce jour-là. Il avait 10 ans. Quand j'ai quitté l'hôpital, en regardant autour de moi, j'ai compris que, tu sais, j'aurais pu être mort. Et j'ai compris que, pour moi, la vie continue, que je dois de nouveau vivre. Et j'ai compris que le seul moyen pour moi de continuer à vivre est le sport. On va commencer d'ici pour un entraînement de longue distance. Peut-être 10 ou 20 km. Ok, je suis prêt. Le plus difficile dans le sport, c'est quand tu te bats avec les kilomètres pour t'entraîner. Quand tu traverses cette route difficile, après cela, tu as un sentiment très fort. Tu te dis, je suis le plus puissant, j'ai pu le faire et je peux en faire davantage. Et c'est ça mon bonheur. Après chaque entraînement, je suis la personne la plus heureuse. Il y a près de 30 ans, Stas inscrivait son nom dans l'histoire. Il est parmi les premiers athlètes arméniens aux Jeux paralympiques à Atlanta en 1996. Depuis, 6 Jeux, une vie entière dédiée à la performance, à l'effort, à la résilience. Aujourd'hui, il veut rendre ce que le sport lui a donné. La confiance, la force, la dignité. Et c'est auprès de personnes en situation de handicap qu'il choisit désormais de transmettre cette flamme. Je suis devenu handicapé lorsque j'étais à l'armée, pendant mon service militaire. Après cet incident, les gens qui étaient à mes côtés, mes connaissances, mes amis, ils m'ont poussé au sport. Stas a contribué en premier pour que je fasse du sport. J'avais 10 ans lorsque j'ai eu un accident de voiture. Je suis devenu handicapé. J'ai perdu ma jambe. Et après ça, j'ai commencé le parasport. J'ai débuté par du ski, puis de la voile, du sport en fauteuil roulant. Et malheureusement, quand nous sommes entrés en guerre contre l'Azerbaïdjan en 2020, nous avons commencé à entraîner des soldats qui sont devenus handicapés. Le sport est une bonne réhabilitation pour des gens qui ont fait la guerre, qui ont perdu un membre par exemple.
Quand j'entraîne des jeunes soldats, ils ont en eux une plus grande énergie et une plus grande envie. Pendant la guerre, ils avaient pour objectif de grandes victoires qu'ils n'ont pas pu atteindre à cause de leurs blessures et aussi du fait qu'ils soient devenus handicapés. Et je crois qu'ils veulent poursuivre cela à travers le sport, pour pouvoir atteindre un succès encore plus grand et représenter leur patrie avec honneur sur la scène internationale. Ici, c'est du très vieux matériel que nous avons. Donc, on fait avec ce qu'on a. Mais quand on va à Tsarkadzor ou Erevan, là-bas, nous avons du matériel professionnel. Tout est différent. En Arménie, le problème, c'est souvent de trouver des fonds. Et les équipements handisport, ça coûte cher. Alors Stas a développé l'art de se débrouiller, de bricoler, d'adapter, d'inventer, pour rendre le sport accessible à lui et à ses athlètes. Cette machine, je l'ai construite moi-même, fait maison. Avant une compétition, je m'entraîne tous les jours, 2 fois, le matin et l'après-midi. En tant que président de la Fédération arménienne de parathlétisme et athlète paralympique, j'essaie d'utiliser chaque opportunité, chaque chance, pour qu'en Arménie, les personnes handicapées puissent accéder plus facilement au sport et obtenir plus de succès lors des compétitions. Et je pense que l'État devrait accorder davantage d'attention aux athlètes handicapés. Le sport est très important pour moi et pour les personnes handicapées. C'est le chemin le plus court pour s'intégrer dans la société. Aujourd'hui, tout dépend des ressources financières. Nous devons avoir du bon matériel, de bonnes séances d'entraînement. Nous devons participer davantage aux tournois internationaux afin d'acquérir plus d'expérience. Et alors, à ce moment-là, nous aurons de grands succès. Selon Stas, la force du peuple arménien vient de ces montagnes du Caucase, où l'on apprend dès l'enfance que rien ne s'obtient sans effort. Vanadzor est la 3e ville du pays. Ici, pour les jeunes, les opportunités ne se bousculent pas. Des infrastructures sportives vieillissantes sont à l'abandon. Filme ça, et peut-être qu'ils la nettoieront. Cela n'empêche pas certains d'entre eux de rêver, de se dépasser, de s'épanouir grâce au sport. J'ai commencé par faire du sport avec le street workout, parce qu'à ce moment-là, je n'avais pas assez d'argent pour m'entraîner à la salle de sport.
À cette époque, j'ai entendu parler d'un championnat de bras de fer dans la région, j'ai participé et j'ai terminé 2e des 2 bras. Ça a été ma première étape dans le monde du bras de fer. Après, je me suis intéressé davantage et j'ai commencé à apprendre sur Internet, sur YouTube et d'autres sites. J'aime ce sport parce que tu dois être malin, tu dois utiliser ton cerveau, ton intelligence pour battre des adversaires plus forts. Ensuite, tu n'affrontes pas du poids, mais c'est une vraie personne en face de toi. Et aussi, tu n'as pas à frapper quelqu'un. Je veux ramener plus de personnes de la rue aux entraînements pour être des bonnes personnes pour notre pays, des soldats courageux, des gens bien. Et je pense que le sport est l'un des meilleurs moyens pour aider les jeunes générations à grandir avec de la discipline et des valeurs. Normal values. Dans ce sport, c'est aussi très simple de s'entraîner. Tu n'as pas besoin de beaucoup de moyens pour faire tes entraînements. Une table de bras de fer suffit pour être un ferriste de niveau moyen. Grâce à ce sport, je me suis fait beaucoup d'amis autour du monde. C'est pour ça que j'aime autant le bras de fer. Quand tu es à l'étranger, tu mets une story sur Instagram et beaucoup de gens vous accueillent chaleureusement dans leur pays pour s'entraîner avec vous. Et pour partager des connaissances sur le bras de fer aussi. C'est très utile. S'entraîner encore et encore jusqu'à devenir le meilleur et pouvoir vivre convenablement de sa passion. Pour cela, Vachagan utilise tous les moyens dont il dispose. Il sait que la vraie force, c'est celle qui se construit dans la difficulté. J'ai un petit peu peur de ça, mais c'est stable, donc ça va. Quand tu es dans la position de crochet, de bras de fer, c'est la même position que quand tu tiens la corde comme ça. Ça fait travailler cette partie et aussi les poignets et les doigts. C'est le meilleur exercice, je pense. Le problème principal, c'est qu'en Arménie, le salaire n'est pas très élevé. Et si tu veux gagner de l'argent et t'entraîner, c'est très dur de combiner les deux. Moi, je connais beaucoup de gars, même dans le bras de fer, ils pourraient être de très bons athlètes, mais aujourd'hui, ils travaillent dans des métiers difficiles, comme la construction ou autres, et malheureusement, ils ne peuvent pas s'entraîner convenablement et être des champions. La force des Arméniens vient d'une histoire faite d'épreuves et d'un environnement qui forge les corps et les caractères. Cette énergie est parfaitement adaptée pour être exprimée dans les clubs de MMA. Nous, les Arméniens, nous sommes des gens du Caucase.
Et tout le monde sait que nous sommes plus ou moins solides car nous avons des montagnes et des massifs dans lesquels on peut s'entraîner constamment. Nous allons dans la rivière froide, nous nageons, nous nous rafraîchissons. Et nous avons également toujours été au milieu d'une guerre. Donc dans notre mentalité, il y a toujours ce désir de se battre et le désir de surmonter les obstacles et d'obtenir une victoire. C'est pour ça que nous, avec notre mentalité, nous sommes un peu plus dans le combat et la lutte. Le meilleur entraîneur, c'est celui qui entraîne le côté physique, le côté mental et l'âme du sportif. Comment est-ce qu'on entraîne leur spirituel ? En tant que chrétiens, nous essayons de fortifier spirituellement les gens grâce à la Bible et à la parole de Dieu. Si une personne est capable de surmonter les difficultés rencontrées dans la vie, alors elle devient un champion de la vie. Elle acquiert la capacité de gagner. Et la première des choses que je veux leur inculquer, c'est ça, qu'ils deviennent des champions de la vie, qu'ils essaient de surmonter toutes les difficultés qui se dressent devant eux. Dans un contexte fragile, où certains rêvent de retour, de grandes victoires sportives, ou simplement de s'épanouir, tous n'aspirent qu'à une seule et même chose, la paix.